Lithogenèse d'une esthétique nouvelle. Par Razak. Désormais et grâce au nouveau concept, la nature a du talent, on peut parler sans risque d'être contredit, d'esthétique géologique. Le thème est déjà évoqué, en termes explicites, dans le modus operandi, rendu public via les web médias. Ainsi, intéressés académiquement plus par le côté silencieux des roches, les géologues et les hydrogéologues des temps anciens ignoraient l'acoustique, que les cristaux compactés au fil des siècles, en blocs monolithiques, homogènes ou hétéroclites laissent entendre. C'est grâce à l'art, que cette acoustique minérale a été détectée et magnifiée. On est ravi d'en être le découvreur, le traducteur et le vulgarisateur. Avant l'artiste, il y avait l'étudiant universitaire en biologie-géologie, dont le bac sciences est le pont de passage. Sans cet impératif préalable, ce nouveau art novateur aurait prématurément sombré, dans la mystique obscurantiste, et le profane païen. L'artiste qui est derrière cette prouesse serait taxé, ésotériquement et à tort, d'alchimiste sorcier. Les roches sculptées, par l'érosion seraient apparentées à des menhirs et dolmens, c'est-à-dire des objets fétiches, d'adoration païenne. Dans l'esthétique géologique, que par ailleurs, la topographie, les sciences géodésiques et pétrographiques affinent dans une parfaite cohabitation, l'art conforte la science et vice-versa, la science donne à l'art ses lettres de noblesse, on en expliquant la teneur, et on en visualisant la portée. Le rouge que l'on voit dans les images captées, est issu d'une oxydation minérale. Le dernier des hydrogéologues peut le confirmer. On voit bien que l'ajout de l'objectivité, comme caractère scientifique, à une pratique basée essentiellement sur le subjectif est un atout indéniable. Tenter d'objectiviser l'art a été pour moi une préoccupation majeure. Le concept The Nature as Talent présente cette fort heureuse contiguïté organique et ce cousinage structuraliste. Les grammairiens et les puristes des belles lettres ne savent pas que quand on se met à compter le nombre des syllabes et des consonnes contenues dans un lexique, on passe automatiquement de la littérature à la science mathématique. Les linguistes ont approfondi cette tendance en élaborant des formules que même les érudits en mathématiques peinent à déchiffrer. Déjà, le classement des mots des dictionnaires par ordre alphabétique est une disposition relevant plus de la science que de la littérature. La sémantique est propre aux mots, mais leur ancrage linguistique plonge dans la science numérique. Par exemple, quand on dit « entre deux voyelles on double la consonne », sans s'en rendre compte, on vient d'écrire 1 + 1 = 2. La science ne pouvait pas aller plus loin, sans le recours aux lettres de l'alphabet, et aux mots qu'elles composent. Ce serait un talisman numérique indécodable. Grâce à la littérature, accommodée aux maths, les géomètres savent ce que signifie une médiatrice et une diagonale. Ils font la nuance entre un trait et un segment, un cercle et un rond, une boule et une sphère, dont on peut calculer savamment la surface et le volume. Par ailleurs, sans le mot « égal », symbolisé par les deux petits traits horizontaux, les mathématiques perdront un pilier fondamental. Des équations, sans ce signe d'équilibrage seraient du non-sens. Personnellement, et depuis l'époque scolaire, j'ai été très préoccupé par le chemin inverse, c'est-à-dire tenter de scientifiser la littérature. Dans un poème intitulé « Poésie mathématique », j'ai utilisé des mots, empruntés au jargon des mathématiciens, comme « quel que soit »,« fonction »,« limite »,« variable »,« médiatrice »,« espace vectoriel ». Ce procédé créatif a plu aux littéraires et aux scientifiques. Quand j'avais lu ce poème, à la fin de l'exposé, que j'avais présenté à la faculté de Tétouan en 1998, sous le thème « L'art au service de l'environnement », dans le cadre du 2e colloque des techniciens des TP, où j'avais été invité en tant qu'artiste, les applaudissements massifs prouvaient que le choix n'avait pas été vain. À titre de rappel, on en récite la première strophe. Calculons la limite de la fonction vivre. Quand le variable être tend vers le futur. Il y a une sorte de destinée bidirectionnelle, qui tente de s'accomplir chez moi, depuis des décennies, tantôt en faisant l'apologie de la science, tantôt en lui inculquant l'expressivité des arts créatifs. L'instinct écologique est omniprésent dans toutes mes œuvres, qu'elles soient écrites ou dessinées. Dans le livre « Merger »,
Face aux tribulations de Père D, paru en France, je réserve une place de choix à l'écologie, parce que notre devenir en dépend. Même le fameux show à y colorer, dont un avant-goût a été présenté au sein du premier Provectus des Arts de Champagne-Ardenne, des haïkus d'essence écologique, faisait partie de la garniture picturo-littéraire. Le message est on ne peut plus clair, nous n'avons qu'une terre, alors prenons-en soin. La terre, mère G, pour les férus de mythes et d'histoires insolites, et la nature dont elles s'ornementent sont si vulnérables, malgré leur puissance, vis-à-vis des pauvres créatures que nous sommes. Si la terre est notre lit, la nature en sera le gîte et le toit assurant notre survie. Certes, la nature a non seulement du talent, comme on vient de le démontrer, avec tableaux irisés à l'appui, mais aussi la puissance titanesque de transformer le monde. Donc ne l'énervons pas, car elle peut abandonner l'art et la béatitude qu'il génère, pour nous plonger méchamment, dans les abysses infernales. Rappelez-vous qu'en son sein, on trouve les 4 éléments fondamentaux, terre, eau, air et feu. La nature maîtrise le solide, le fluide et le gazeux. Si les arcs-en-ciel nous enchantent, avec leurs poétiques irisations, les cyclones dévastateurs représenteront l'autre facette, rivée vers le tragique, où la mort siège en permanence avec sa génocidaire faucille.